que le musée des Beaux-Arts a été fondé en 1864 et je me suis dit que William Wyler a très certainement, mais très certainement, passé devant. Peut-être est-il entré, qui sait, l'histoire ne le dit pas. On n'a pas tellement d'informations sur la toute jeunesse de William Wyler, mais permettez-moi de penser qu'il est entré. Alors, il était le grand ami de John Huston, le grand amour de Bette Davis, le mentor de Laurence Olivier, le découvreur d'Audrey Hepburn, la figure paternelle de Barbra Streisand. Avec l'année Wyler, l'ambition de la ville de Mulhouse était de braquer le projecteur, c'est le cas de le dire, sur le plus célèbre Mulhousien d'Hollywood. Une ambition absolument légitime puisque Wyler peut se targuer, dans l'usine à rêves, d'être le cinéaste à avoir remporté le plus grand nombre d'Oscars. C'est une des raisons. 40 Academy Awards pour ses films, ses techniciens, ses acteurs et pour lui-même. Personne n'a jamais fait mieux. Et personne ne fera jamais mieux. Comme tous les Mulhousiens sont désormais censés le savoir, l'aventure commence donc à Mulhouse le 1er juillet 1902 dans une maison de la rue de Zurich. Pour les non-mulhousiens, c'est une rue perpendiculaire en haut de la rue de Bâle. La légende raconte que les parents, Wyler, étaient persuadés d'avoir une petite fille. Sur l'acte de naissance, qui est conservé à Mulhouse, on peut voir en effet qu'il y a un prénom, Camille, qui est barré de 2 traits de plume et remplacé par Willy. Alors, c'est probablement une légende. Pourquoi y aurait-il eu un acte de naissance avec un prénom pré-imprimé, disons? C'est une légende, mais elle est belle. Parce que les parents Wyler donc, étaient persuadés d'avoir une petite fille et ils ont eu Willy. À Hollywood, pour faire plus sérieux, on l'a rebaptisé William, mais tous ses amis à Hollywood l'appelaient toujours et systématiquement Willy. C'est donc dans une famille juive pas spécialement pratiquante que Willy Wyler naît comme second enfant. Il a un frère aîné, Robert, né en 1900, de Léopold Wyler, né en Suisse en 1864, et de Mélanie Auerbach, née en Allemagne en 1878. Les Wyler s'installent à Mulhouse et ouvrent en 1896 un commerce de lingerie, layettes, trousseaux, rue du Sauvage, pour les Mulhousiens, à l'endroit où se trouve actuellement la pâtisserie Carlos. Léopold Wyler est un commerçant habile, mais un homme plutôt effacé. Mélanie, une femme ouverte au monde et aux arts, qui inculquera à ses enfants le goût de la lecture, du théâtre et du cinéma, avec pour Willy un goût marqué pour les aventures de Fantomas. Willy donc grandit en force, mais pas forcément en sagesse. Ses filles Catherine, Judy et Mélanie ont découvert, en venant ici au début du mois de juillet pour les festivités officielles, que leur père était un Vokus. On prête en effet aux gamins de multiples frasques. Un jour, Mélanie, catastrophée, apprend que le gamin est tombé dans la fosse aux ours du zoo de Mulhouse. Catastrophée, on le serait à moins. Évidemment, Willy, le sourire aux lèvres, rentre à la maison. Il s'était contenté de jeter sa casquette dans la fosse aux ours pour voir comment les ours allaient réagir. L'histoire et la légende ne disent pas quel sort lui a été réservé ce jour-là par sa mère. La guerre de 14-18 surprend Willy à Mulhouse. À cause des combats, la famille passe pas mal de temps dans la cave de l'immeuble, d'un immeuble qu'elle partage, vous allez voir comme c'est œcuménique, avec une famille catholique au-dessus et une famille protestante en dessous. Alors, si Robert, le frère aîné, a eu droit à une belle fête, la bar mitzvah de Willy sera complètement escamotée. Ça n'empêche le gamin de faire face au risque de la guerre
et de s'offrir quelques escapades. On sait qu'il est parti un jour parce qu'il avait vu un avion français tomber dans la périphérie de Mulhouse, et il a décidé de se rendre sur place pour découper un souvenir de la toile de l'avion français qui était tombé au combat. Il était capable de ce genre de choses-là. Alors, l'armistice venu, Willy est envoyé faire ses études à Lausanne, dans un institut juif privé réputé pour former ses étudiants au métier du commerce. Il y restera 8 mois, et lorsqu'il est de retour à Mulhouse, il demande à son père de le laisser partir à Paris, parce qu'il a envie de découvrir la capitale. Le père accepte à condition que Willy aille travailler dans une boutique de lingerie, évidemment, parce que le père avait dans son esprit le fait que Willy reprendrait la boutique familiale. Lorsqu'il est de retour en décembre 19, alors Paris, ça ne va pas être la grande fête, hein. Il vit très modestement, dans une quasi-solitude, et il fêtera son 18e anniversaire sur le boulevard des Italiens. C'est lui qui le raconte. Il fait la causette aux tapineuses qui s'amusent de ce puceau désargenté avec lesquels elle blague, faute de mieux. En juillet 1920, donc, Willy revient à Mulhouse. Mélanie ne saura rien de ces frasques parisiennes. Pas question, évidemment, pour le chéri de sa maman, de lui dire qu'il a découvert la vraie vie dans les bras d'une fille de joie de la capitale. Mais Mélanie, cette fois, est définitivement convaincue que Willy ne sera pas commerçant. Et là, elle va faire quelque chose qui va totalement chambouler l'existence du gamin. Elle prend sa plus belle plume et elle commence une lettre par « Mon cher Karl ». Mon cher Karl, eh bien, c'est pas n'importe qui. Ce Karl, c'est Karl Laemmle. Karl Laemmle, c'est un Allemand, un juif allemand, qui est parti à la fin du 18e, 1895, il me semble, aux États-Unis, qui fait un travail de comptable et qui se prend de passion pour le cinéma. Il va d'abord acheter des salles de cinéma et puis il va se lancer dans la production. Et en 1906, Karl Laemmle crée le premier studio, la première major company, comme disent les Américains, et cette major company, c'est Universal. Il crée Universal en 1906, et Universal, ça va être une très grosse boîte qui va faire travailler John Ford. Les premiers westerns de John Ford ont été faits avec Universal. Il fait notamment travailler Erich von Stroheim, qui réalise un certain nombre de ses films les plus ambitieux avec Universal et Karl Laemmle. Donc sans que ça coûte une fortune à Karl Laemmle, les frasques d'Erich von Stroheim. On pourrait en écrire un livre. Et donc, Karl Laemmle a la particularité de venir prendre tous les étés les eaux en Europe. Et en général, il établit ses quartiers au Palace d'Older à Zurich. Et c'est là qu'il invite Mélanie Weiler et le jeune Willy à venir le rejoindre. Les voilà partis et Karl Laemmle accueille le jeune Willy par une phrase « Alors c'est toi qui fais le désespoir de ta mère ». Le petit Willy ne pique pas mot et Karl Laemmle, dans la conversation, va lui lancer « Est-ce que tu veux venir travailler avec moi à Hollywood ?» Weiler dira plus tard « C'est comme si on m'avait proposé un voyage sur la Lune ». Et évidemment, il donne son accord, il dit oui. Laemmle lui dit « Tu as l'argent pour la traverser ?» Il dit « Non ». Il dit « Bon, pas de problème, je t'avance l'argent, tu me rembourseras sur tes premiers salaires ». Et voilà comment, en septembre 1920, William Wyler
pose le pied sur le sol américain à New York. Il a une petite valise, un violon et une paire de skis. Ne me demandez pas pourquoi la paire de skis, je n'en sais rien. Même ses filles n'ont pas été capables de nous dire pourquoi il avait emmené une paire de skis à New York. À New York, il va travailler dans les bureaux de publicité d'Universal. Alors, il porte le courrier, il balaye les bureaux, il sert les cafés, il transporte les bobines de films dans les salles de projection. Rien de particulièrement emballant, mais il lie des amitiés très fortes, notamment avec Paul Conner, qui restera ami avec lui toute sa vie et qui deviendra un grand publicitaire du cinéma. Mais au bout d'un an, Willy a compris. Hein, il a fait le tour de la question et qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, l'oncle Karl. Il télégraphie à Karl Laemmle et il lui dit bon, pour New York, c'est vu, je vais aller à Hollywood. Et donc, Karl Laemmle, une fois de plus, dit OK, tu as l'argent pour aller de New York à Los Angeles? Il dit non, pas de souci, je t'avance l'argent, tu me rembourses sur tes premiers salaires. Et donc, Willy se retrouve à Hollywood. Dans ces années-là, ces années 20, Hollywood, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est scandale à tout va, scandale en tout genre, mais Willy est le neveu de Karl Laemmle. Et il a cette chance dans une industrie qui, à ce moment-là, est très, très secouée, avec beaucoup de gens qui sont licenciés. Il a la chance de pouvoir travailler. Mais là encore, bien qu'étant le neveu de Karl Laemmle, il va commencer tout en bas. Il va balayer encore brièvement des salles de montage, et puis il va devenir 5e assistant, 4e assistant, 3e assistant. Il va être assistant maquillage, il va tenir le miroir à des vedettes du cinéma muet pour leur permettre de se refaire les visages avant de tourner. Et puis, ayant appris le métier vraiment au plus près du terrain, il retélégraphie à l'oncle Karl et lui dit « Bon, bah, ça va, hein. Là, il faut que je fasse un film maintenant, il faut que je tourne, il faut que je réalise. » Et Karl Laemmle dit une nouvelle fois oui. Et il va lui confier ce qu'on appelle des two reels. Les two reels, ce sont des films de bobines. Ce sont des films de bobines qui font environ 15-20 minutes. Ce sont des films qu'il tourne au temps du muet. Il en tourne une vingtaine, 24. Beaucoup sont perdus. On n'en a plus la trace, on n'a que les titres. Ce sont exclusivement des westerns. Hein. Des westerns au scénario extrêmement simple. Hein. Ce qui importe, c'est qu'il y ait des cavalcades, des coups de feu, et qu'à la fin, le cow-boy embrasse la fille du patron du ranch. Hein. Les Wyler recrutent lui-même les comédiens qui jouent ça. Il ne les recrute pas sur leur talent à jouer la comédie, mais il les recrute sur leur capacité à monter à cheval. Hein. Parce que c'est ça qui est important hein, dans ces westerns-là, c'est que le type ne tombe pas du cheval, qu'il sache rester sur le cheval. Et donc, là encore, il se fait la main, hein, et il a 24 ans. À cet âge-là, il est le plus jeune réalisateur d'Universal, c'est sûr, mais probablement de tout le cinéma américain. Et il dit à Karl Laemmle, qui vient le voir de temps en temps au studio, il dit maintenant les two reels ça va, hein, je voudrais passer encore un peu plus haut. Et Karl Laemmle, malgré l'avis défavorable de ses collaborateurs proches, dont Irving Thalberg, immense personnage aussi du cinéma hollywoodien de cette époque-là. Malgré l'avis défavorable de Thalberg et de quelques autres, Karl Laemmle va dire oui une nouvelle fois à Willy et lui permettre de faire des 5 reels, des 5 bobines. Les 5 bobines, c'est les films courants d'1h30. Et donc, Willy va se lancer. Hein. Il a déjà un bon bagage et il va passer cette fois dans la cour des réalisateurs à temps plein du cinéma hollywoodien.
Il signe en 1936 son premier film marquant qui s'appelle Dodsworth, qui est l'histoire d'un homme qui, l'âge venu, vend son usine automobile dans une petite ville des États-Unis et qui accepte parce que sa femme, qui refuse de vieillir, voudrait partir en Europe, virevolter un peu, connaître des aventures. Et c'est un film très beau, très émouvant. Et il va enchaîner un an après avec un autre film qui s'appelle Dead End, qui est un film qui révèle cette fois Humphrey Bogart dans un de ses tout premiers rôles importants, qui cette fois est une histoire qui se déroule dans l'East Side new-yorkais autour d'une bande de gamins qui font les 400 coups. Et les deux films ont un point commun, c'est qu'ils font des références précises à l'Europe. Dodsworth montre donc ce couple qui part en Europe, qui passe par Paris, qui passe par Vienne, qui passe par Rome, je crois aussi. Et Dead End, Rue sans issue, nous montre un jeune garçon des beaux quartiers de New York qui surplombe cet East Side en dessous et auquel sa nounou parle en français. Alors ça, c'est un point, quand on observe la filmographie de William Wyler, c'est un point qui apparaît dans de très nombreux films, ces références à l'Europe. Alors elles peuvent être anecdotiques, bien entendu, dans Funny Girl, que M. Segmuller a cité, qui est un des films de la fin de carrière. Omar Sharif, passez-moi l'expression, drague Barbra Streisand à dîner et lui propose du foie gras de Strasbourg. Ça, c'est des notations que vous trouvez dans de multiples films de Wyler. C'est clin d'œil à l'Europe. Parce que, bien entendu, il faut vous dire qu'en 1936, quand il tourne Dodsworth, qui se passe en Europe, il n'est absolument pas question pour les studios d'aller en Europe. Pas question. On tourne tout en studio. Universal, il refabrique absolument une rue de Paris sans problème. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Rome, tout ce que vous voulez, on le refait en studio. Mais il n'est pas question d'aller sur le terrain en décor réel. Ça viendra plus tard. Alors, nous sommes au milieu des années 30 et ça va être une période très importante pour Willy parce que ça va être la rencontre avec Bette Davis, dont j'ai dit que c'était l'un de ses grands amours. Ils connaîtront vraiment une passion amoureuse assez forte et animée, parce que Bette Davis n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas la passion amoureuse qui nous intéresse, mais bien entendu la trilogie de films qu'ils vont faire ensemble, parce que Wyler va permettre à Bette Davis de faire avec lui 3 films vraiment qui comptent dans la carrière de Wyler, bien sûr, mais dans la carrière de Bette Davis aussi. L'un, c'est L'Insoumise, qui est une évocation du Sud-américain et qui est un film qui est fait dans la vague « Autant en emporte le vent ». Parce qu'à Hollywood, à ce moment-là, tout le monde ne parle que d'Autant en emporte le vent. Et tous les studios ont envie de faire leur propre Autant en emporte le vent. Parce qu'on pense que ça va être un gros succès, ça le sera. Et donc Wyler, lui aussi, fait son Autant en emporte le vent à lui avec L'Insoumise, le première de ses 3 collaborations avec Bette Davis. Ensuite, il va tourner La Lettre, qui cette fois est un véritable film noir, dont l'ouverture est simplement somptueuse. Je ne sais pas si vous avez vu l'ouverture de La Lettre, mais c'est un très grand moment de cinéma, avec une Bette Davis en femme fatale, comme elle a su le faire ensuite de nombreuses fois, qui vide son chargeur sur un type pratiquement déjà mort à ses pieds. Et puis, ils finiront leur trilogie avec La Vipère, qui est aussi un film dramatique dans lequel Bette Davis incarne une femme éminemment dangereuse qui laisse sans un regard pour lui mourir son mari malade qui a besoin de médicaments. Elle le laisse mourir littéralement à ses pieds. Bref, un grand personnage pour Bette Davis et un grand film aussi pour les deux. La love story avec Bette Davis s'achève assez rapidement.
après ces 3 films. Willy va épouser en 1938 la comédienne Margaret Talichette, qu'on surnommera affectueusement Tali. Et ils vivront ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Ils auront 5 enfants, hein, les 3 filles aînées étaient là. Et nous sommes là en 1942. Et 1942 est une date extrêmement importante dans la carrière de Willy, parce que Willy est depuis longtemps conscient du péril nazi qui arrive en Europe. Hein, il est juif, il est mulhousien, il sait que ce qui se passe depuis 1933 en Europe, en Allemagne et en Europe avec Hitler, c'est pas bon. Il le sait tellement bien qu'il décide très vite de faire venir ses parents à Hollywood. Hein. Mélanie et Léopold viendront, je ne suis plus très sûr de la date, mais ils viennent assez tôt à Hollywood. Et d'ailleurs, ils sont enterrés à Hollywood. Ils ne quitteront plus l'Amérique, ils ne reviendront plus en France et à Mulhouse. 1942, c'est une date donc extrêmement importante pour lui parce qu'il est conscient de ce péril brun. Il veut sensibiliser les Américains qui, eux, n'entreront en guerre, comme vous le savez, qu'à Pearl Harbor. Il veut les sensibiliser à ce danger qui menace l'Europe. Et il va tourner un film qui s'appelle Mrs. Miniver, Madame Miniver, qui raconte l'histoire d'une famille anglaise pendant le Blitz. Lui considère, alors c'est un film dramatique qui raconte comment Madame Miniver se retrouve confrontée à un aviateur allemand tombé en parachute qui la menace, etc. Je ne vous raconte pas le film. Mais pour lui, Willy, c'est véritablement un film de propagande. Il le conçoit comme un film de propagande. Ça n'a rien d'un film de propagande, mais pour lui, c'est un film qui veut attirer l'attention des Américains sur ce qui se passe en Europe. Et il va réussir pleinement son coup parce que Mrs. Miniver va décrocher 7 ou 8 Oscars, dont le premier Oscar de meilleur réalisateur pour lui. Hein. Après, il enchaîne et il dit « Qu'est-ce que je fais ?» Il a des problèmes avec Louis B. Mayer, le célèbre producteur de MGM, qui n'aime pas le personnage de l'aviateur allemand et qui le trouve trop caricatural, etc. Ils s'engueulent là-dessus, mais une fois que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, Louis B. Mayer écrira à Willy, télégraphiera à Willy en lui disant « C'est toi qui avais raison, fais ton film ». Il a 40 ans et il décide d'aller encore un peu plus loin. Il décide de s'engager dans l'armée américaine. Alors il n'a jamais été militaire. Il se présente au bureau de recrutement. On lui dit nom, prénom, âge, qualité, grade. Alors il dit grade, je ne sais pas, je n'ai jamais été militaire. On lui dit major, ça vous va? Alors il dit oui, major, bien. Et le voilà commandant. Commandant dans l'US Air Force, 40 ans. Et il va vraiment aller sur le terrain. Il ne va pas se contenter de mettre son uniforme pour faire des photos. Il va sur le terrain. Et dans cette période, il va tourner 2 documentaires remarquables. Le premier s'appelle The Memphis Belle. The Memphis Belle, ça raconte tout bonnement la mission d'un B-17, d'une forteresse volante B-17 sur l'Allemagne. La flotte de B-17 va bombarder notamment du côté de Wilhelmshaven. Et Wyler est à bord et il filme l'équipage, la peur, la concentration. À l'extérieur, on voit des petits nuages noirs comme ça. C'est des obus qu'on tire sur les avions, etc. Ça, c'est The Memphis Belle. Et il va enchaîner avec Thunderbolt. Thunderbolt qui est un film qui, cette fois, est un documentaire, cette fois, qui se passe en Italie, qui raconte la campagne d'Italie, vue du ciel et vue du sol, parce qu'il y a un certain nombre d'images des populations italiennes jetées sur les routes par la guerre. Et Thunderbolt sera un épisode malheureux pour William Wyler, parce que il estime qu'il lui manque des images, il n'a pas toutes les images qu'il veut pour son documentaire, pour le boucler, et il décide de repartir, il reprend un avion, il repart
faire des images, et là, il fait la faute de sa vie, il ne met pas de casque. Lorsqu'il se repose, lorsque l'avion revient, il a tourné ses films, il est complètement sourd. Il est complètement sourd, il est hospitalisé en Italie, à Grosseto. Le médecin italien ne peut constater qu'une chose, il lui écrit « deaf » sur un bout de papier, sourd. On l'emmène aux États-Unis, on va tenter des traitements assez sophistiqués sur lui, rien n'y fait. Il a perdu l'audition, hein, et il pense que sa carrière est finie parce que, évidemment, être réalisateur de cinéma, ça veut aussi dire entendre, hein, parce qu'on est passé, là, on est passé du muet au parlant depuis un moment, depuis fin 28. Il pense que sa carrière est finie. Heureusement pour nous, ça ne l'est pas. Il va récupérer un tout petit peu de son oreille, mais en 1974, lorsque j'ai dîné avec lui dans le Tsungo, c'est Ali qui était tout près de lui, qui lui parlait à l'oreille et qui traduisait les questions, parce que c'était compliqué. Mais c'était un homme très chaleureux, séduisant et sympathique. La guerre s'achève et Wyler va faire les plus belles années de notre vie, que M. Segmuller a cité également. C'est le film qu'il préfère. C'est le film, il le dit, c'est son film préféré. Et ça s'explique certainement. C'est un très gros succès aussi, brassé d'Oscars, deuxième Oscar de meilleur réalisateur pour lui. C'est son film préféré parce que c'est le film qui parle de lui. Hein. C'est l'histoire de trois vétérans de la guerre qui rentrent dans la province américaine et qui éprouvent, on l'imagine bien, des difficultés à se réinsérer dans la vie civile. Et ces trois types-là, c'est lui. Ces trois types-là, c'est lui. L'un est un aviateur, le deuxième est un homme blessé, il a été amputé des mains, et le troisième est un homme d'âge mûr déjà. Il avait 41 ans quand il s'est engagé dans l'armée américaine. Et donc, sa carrière ne va pas s'arrêter là, heureusement pour nous. Hein. Il va continuer après les plus belles années de notre vie, il va enchaîner un certain nombre de productions. Il est désormais une figure de proue de l'industrie du cinéma américain. Hein. Et il va faire toute une série de films, L'Héritière avec Olivia de Havilland, Montgomery Clift, Histoire de détective avec Kirk Douglas, Carrie avec Laurence Olivier. Et il est à une époque, les années 50, où l'Amérique vit mal. L'Amérique vit mal parce que l'Amérique vit la guerre froide. Et la guerre froide est synonyme à Hollywood de chasse aux sorcières. Les macartistes voient des communistes partout à Hollywood. Et ils leur font la chasse. Et les gens qui sont suspectés sont carrément empêchés de travailler. Wyler n'est pas impacté directement. Un producteur dira, en parlant de lui, Wyler communiste, non, non, il est simplement idiot. Il échappe aux accusations directes de communisme, mais ses meilleurs amis sont sur le grill, Dalton Trumbo et d'autres. Charlie Chaplin, qui était son voisin et grand ami à Summit Drive, est contraint à l'exil. Et lui, il n'en peut plus de cette situation. Et là, il décide de faire quelque chose, il décide de s'en aller. Il part, on est en 1953, il part, il convainc Paramount de le laisser tourner en décor réel, Vacances romaines. À cette époque-là, c'est toujours les studios qui priment. On tourne les films en studio, point barre. Dans les studios, il n'y a jamais de pluie, ou alors c'est qu'on le veut. Il y a toujours du soleil parce qu'il y a des projecteurs. Mais lui, il dit apparemment, non, je veux tourner Vacances romaines en décor réel. Et on va le lui permettre. Et donc, il va partir. Début 1953, il quitte Hollywood pour Rome. Il commence à préparer son film. Il fait venir sa famille. Ils s'installent tous dans un bel appartement de la Via Veneto. Les enfants iront à l'école à Lausanne.
Et Wyler vit, dit-il, des mois extrêmement agréables sur un tournage joyeux, décontracté, loin d'Hollywood. Il découvre Audrey Hepburn, qui est une quasi-débutante et qui décroche, elle aussi, son premier Oscar avec Vacances romaines. Et le tournage de Vacances romaines dure 8 semaines et il restera presque 2 ans à Rome, hein, avant de décider de revenir à Hollywood. Et là, il va signer le film le plus fameux, le film à travers lequel on le connaît, bien entendu, c'est Ben-Hur, Péplum des Péplums, etc., qui lui vaudra, là encore, des Oscars, une brassée d'Oscars. Ben-Hur, c'est 11 Oscars, record à battre, hein. Ça n'a pas été fait. Et donc, cette fois, il est considéré comme un grand, hein, c'est ça. Il est un maître du cinéma psychologique, c'est un grand directeur d'acteurs. Les acteurs aiment tourner avec lui parce qu'ils savent que probablement en tournant avec Wyler, il y a un Oscar à la clé. Et en même temps, c'est un type extrêmement exigeant. C'est un type extrêmement exigeant, il est surnommé Willy les 40 prises. Willy les 40 prises parce que avec lui, on recommence tant que c'est pas bon. Et il y a une anecdote fameuse. Laurence Olivier, sur le tournage des Hauts de Hurlevent, Laurence Olivier, immense figure de la scène britannique, grand personnage, tournage des Hauts de Hurlevent. Et à un moment, Olivier craque, il s'arrête, il dit « Maintenant, Willy, ça suffit. Hein. Ce plan, je l'ai fait debout, assis, de dos, de face, de profil. Hein. J'ai souri, j'ai pas souri. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ?» Et Willy, très laconique, répond « Je veux juste que tu le fasses mieux. » Ils n'ont pas été amis pendant un moment, mais Laurence Olivier dira plus tard tout le bien de Wyler et de sa direction d'acteur. Je vois l'heure qui tourne. Il ne fallait pas m'inviter à parler de Wyler, hein, parce que... Mais je vais aller plus vite. Je vais terminer. On est sur la fin de sa carrière. Il va tourner un certain nombre de films encore après Vacances romaines, Ben-Hur, etc. Et on peut se poser à cet instant la question du style. On a souvent dit qu'on s'est posé la question du style de Wyler. Est-ce que Wyler a un style ? Lui, beauté en touche, c'est une question que je vais poser. Il rigolait parce qu'il disait que moi, je suis à Hollywood le seul capable de prononcer correctement le mot auteur. Mais il bottait en touche en disant le style, c'est le film qui impose son style. Hein. C'est faux, parce qu'il y a un style dans le cinéma de Wyler, ne serait-ce qu'une écriture extrêmement précise, une qualité, l'une de ses signatures, si on peut dire, c'est la question de la profondeur de champ. Cette façon qu'il a de faire se dérouler 3 actions consécutivement dans la même image, premier plan, deuxième plan, troisième plan, ça c'est du style. Et donc, il va tourner encore un certain nombre de films, dont La Rumeur, qui est un film intéressant parce que c'est un des premiers films qui à Hollywood parle ouvertement de l'homosexualité féminine. Il va tourner L'Obsédé, qui est un des films qui à Hollywood évoque pour la première fois la figure du serial killer, hein, qui est un film qui vaudra un double prix d'interprétation à Cannes en 1965 à Terence Stamp et à Samantha Eggar. Hein, et il finira par passer à un genre qu'il n'avait jamais traité, le musical, avec Funny Girl, où il impose Barbra Streisand, dont les studios ne voulaient pas, qui était une star de Broadway, bien sûr, mais dont les studios ne voulaient pas parce qu'elle était trop juive et pas assez glamour. Et il l'impose, et évidemment, Barbra Streisand, avec Funny Girl, gagne son premier Oscar. Et il tourne en 1970, On n'achète pas le silence, qui est son dernier film, qui est son principal échec commercial, car Wyler, dans toute sa carrière, n'a pratiquement connu aucun échec commercial.
Et dans sa filmographie, il n'y a pratiquement pas de mauvais films. Vous savez ce que dans le métier on appelle un nanar. Il n'y en a pas. Mais on n'achète pas le silence, est un gros échec, et Wyler, à ce moment-là, décide de s'arrêter. Et Thalie racontera qu'un matin, elle l'a vu descendre à la cuisine, il était complètement défait, et elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « J'ai fait un cauchemar. » Elle dit « Quoi, cauchemar ?»« Ouais, j'ai rêvé que j'allais tourner un nouveau film. » Et pour terminer, dire aussi, il ne faudrait pas l'oublier parce que c'est vraiment capital, Wyler est un réalisateur et un Américain. Il est américain dès 1928. Il prend la nationalité américaine en 28. Mais c'est un Mulhousien qui aimait Mulhouse. Et il est revenu tout au long de sa carrière, il est régulièrement revenu à Mulhouse. Il venait voir ses copains de classe, Edmond Cahen, Paul Jacob et d'autres. Et quand il venait là, il était heureux, il baragouinait, je l'ai vu avec Edmond Cahen, il baragouinait l'Alsacien, il rigolait, ils étaient contents. Mais ça, c'est une caractéristique. Il y a des gens qui sont nés quelque part et qui en sont partis et qui ne sont jamais revenus. Et lui, il revenait. Et il aimait revenir à Mulhouse. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je disais, pour terminer, que sa fille, Catherine, qui est productrice de cinéma, a tourné un documentaire qui s'appelle Directed by William Wyler, qui raconte la carrière de Wyler. Et l'intervieweur lui dit « What's your next movie ?» Quel est votre prochain film? Il éclate de rire, il dit « Going home », rentrer chez moi. Et il fait un clap de fin. Et 3 jours après, il meurt. Il succombe à une insuffisance respiratoire, car c'était un immense fumeur. Si vous voyez des images de Wyler, il y a toujours une cigarette à la main. Et il meurt donc en 1981. Voilà. Et la magie de son cinéma, celui de l'âge d'or d'Hollywood, demeure aujourd'hui encore. Merci.